Un ordre accepté tant que les peuples soumis ne revendiquaient d'autre identité que leur religion. Dès qu'il sera confronté aux politiques, ce système va s'effondrer. C'est ce qui se passe au XIXe siècle. Et c'est le grand défi pour l'Empire ottoman. Comment adapter un système de gouvernement qui fonctionnait dans un monde pré-politique à un monde politique? Ce nouveau monde politique qui va défier l'Empire est né des idéaux de la Révolution française. Des nouvelles aspirations des peuples à la liberté et à l'émancipation, irréconciliables avec l'idée même d'empire. Les Grecs seront les premiers à contester le joug ottoman. En 1821, une révolte éclate. Elle devient bientôt une véritable guerre d'indépendance. Le sentiment d'une identité grecque existait bien avant le début du XIXe siècle. Elle se fondait notamment sur l'héritage de la Grèce antique et surtout sur la religion chrétienne orthodoxe. Ce sentiment d'identité était partagé par les chrétiens des Balkans dans leur ensemble. Leurs élites, les élites chrétiennes, étaient grecques. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, tous les chrétiens des Balkans, indépendamment de leur langue, avaient un même chef spirituel, le patriarche grec orthodoxe de Constantinople. Et donc, que ce soit par la religion, par la langue ou par l'éducation, on peut dire que l'identité grecque a longtemps été dominante parmi les populations chrétiennes de l'Empire ottoman. Avec la Révolution grecque, les chrétiens orthodoxes de l'Empire vont se concevoir comme un peuple fort d'une langue et d'une histoire. Une nation grecque aspirant à un État indépendant. Un exemple pour les autres minorités de l'Empire, de quoi le miner de l'intérieur. Ses ennemis l'ont compris. Au prétexte de protéger un peuple chrétien opprimé par l'Empire musulman, la France, la Grande-Bretagne et la Russie soutiennent les indépendantistes grecs. Tous convoitent les territoires ottomans, en Europe comme en Orient. La Grèce, au cœur de la Méditerranée, est une position stratégique. En particulier pour la Russie qui ambitionne de contrôler les détroits de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier que les puissances étrangères étaient en rivalité dans la région. Les intérêts de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie étaient bien souvent contradictoires. Souvent, deux de ces puissances s'alliaient pour combattre la troisième. Et donc, la Grèce s'est retrouvée à la croisée de ces intérêts contradictoires, en particulier entre ceux de la Grande-Bretagne, qui était la grande puissance navale de la Méditerranée orientale, et ceux de la Russie, en quête d'une sortie sur la mer Méditerranée. En 1829, c'est à Londres que l'indépendance de la Grèce est négociée par la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Une indépendance qui bouleverse le destin de l'Empire. L'Empire ottoman dominait tout le Moyen-Orient à cette époque. C'était l'un des plus grands empires. La perte de la Grèce continentale et du Péloponnèse était insignifiante d'un point de vue territorial. Mais symboliquement, c'était très important. Cela a signifié le début des insurrections qui vont marquer tout le XIXe siècle et qui vont conduire à la perte des Balkans par l'Empire ottoman. C'est un grand traumatisme que l'histoire turque porte encore en elle. La contagion est immédiate.
Encouragés par la Russie, les Slaves de Serbie et de Roumanie se soulèvent et gagnent leur autonomie. Toujours vassaux de l'Empire, mais en marche vers leur indépendance. Comment enrayer la vague? Dès 1839, le sultan Abdülmecid initie une vague de réformes sans précédent de l'Empire, les Tanzimat. Il promet liberté et sécurité pour tous les sujets ottomans et l'égalité de tous, musulmans comme non musulmans, devant la loi et devant l'impôt. Comme s'il était encore possible de créer un citoyen ottoman fidèle à son empire. Je crois que les bureaucrates de l'Empire ne saisissent absolument pas la densité, l'intensité des demandes d'émancipation de ces communautés-là. On passe d'une identité confessionnelle pure et simple vers une identité nationale. Autrement dit, chaque confession se détermine ou se conçoit, se perçoit comme une entité nationale. Et le fait qu'il y ait des langues serbes, bulgares, grecs, arméniennes, qui constituent en quelque sorte le socle de ces communautés confessionnelles, accélère le processus de nationalisation. Peu à peu, les milliers ottomans se sont transformés en nations. Des nations qui se fondent sur l'identité religieuse autant que sur la langue. Les Balkans n'ont cessé d'en assumer l'héritage. En Bosnie, c'est ainsi qu'un même peuple slave, parlant une même langue slave, s'est divisé en nations antagonistes. Chrétiens orthodoxes, se disant serbes, musulmans, revendiquant en réaction leur propre identité nationale, ni serbes, ni ottomans, bosniaques. En 1875, une révolte des paysans serbes éclate dans la province. Elle va accentuer la rupture entre les peuples. Les propriétaires terriens en Bosnie étaient plutôt musulmans et les paysans étaient plutôt chrétiens orthodoxes. Donc, une révolte paysanne peut se comprendre soit comme une révolte de classe, soit comme une révolte ethnique. Un historien nationaliste dira que les événements de 1875 en Bosnie-Herzégovine étaient une révolte nationaliste. Mais selon les sources de l'époque, c'était vraiment les deux. La région souffre alors de famine endémique. Le climat est précaire, les moissons sont mauvaises. Donc, est-ce une révolte ethnique ou non? Ce sont les deux à la fois. Dans tous les Balkans, les paysans chrétiens prennent les armes. La répression est brutale. Menée par des mercenaires ottomans, les Bachibouzouk. En Bulgarie, ils s'adonnent au massacre. La presse occidentale rapporte les événements. L'Europe prend fait et cause pour les chrétiens de l'Empire ottoman. Le Turc devient une figure repoussoire, coupable des pires atrocités. Quitte à passer sous silence les représailles infligées aux populations musulmanes des Balkans. « 1876 est l'année de tous les périls. La révolte de Bosnie est devenue la crise d'Orient. Le pouvoir ottoman vacille. À Istanbul, un coup d'État démet Abdulaziz, le sultan régnant. Son successeur, Mourad, est soupçonné de folie. En août 1876, le pouvoir est confié à Abdülhamid, le frère de Mourad. À la mosquée impériale d'Eyüp, il est ceint de l'épée d'Osman, le fondateur de la dynastie. Il a 34 ans, il devient le 34e sultan ottoman. Abdülhamid
Abdulhamid, c'est le sultan du dernier sursaut qui, au moment où l'Empire commence à se fragmenter sous l'effet à la fois des nationalismes internes, des Balkans en particulier, et de la pression des grandes puissances, tente de jouer de nouvelles cartes. On pense qu'il va être un libéral et qu'il va donner à l'Empire une constitution, ce rêve qui a quelques années, ce rêve des libéraux ottomans, dont il pense qu'il va résoudre tous les problèmes de l'Empire, qui va être une sorte de panacée qui empêchera en particulier les grandes puissances d'intervenir. Abdulhamid réalise le rêve des libéraux. Il y aura une constitution, des élections, un parlement. L'égalité entre tous les sujets, musulmans comme non musulmans, est confirmée. Pense-t-il ainsi calmer les ardeurs nationalistes dans les Balkans, réfréner les puissances européennes qui exigent toujours plus de réformes? Ces illusions seront de courte durée. En avril 1877, la Russie lui déclare la guerre. Le grand problème pour l'Empire ottoman, c'est la Russie. La Russie veut abattre l'Empire ottoman parce que la Russie se veut protectrice des Slaves, et en particulier ces Balkans. Il y a un mouvement pan-slave qui est considérable et qui joue, je pense, fortement sur les dirigeants russes à cette époque-là. Quelqu'un comme Dostoïevski, par exemple, ne rêve que de prise de Constantinople. Il ne rêve que de voir Constantinople devenir Tsarigrad, la ville des tsars. C'est ainsi d'ailleurs qu'on l'appelle en russe à cette époque-là. Et donc il y a quelque chose qui est formidable. Il y a la chrétienté contre l'islam, il y a le panslavisme contre l'Empire ottoman, il y a beaucoup de choses en jeu. En quelques semaines, les Ottomans sont vaincus. La Russie envisage un vaste plan de démantèlement. Mais ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Autriche-Hongrie n'entendent la laisser s'arroger seule les dépouilles de l'Empire. En juin 1878, les grandes puissances européennes se réunissent en congrès à Berlin. Les Ottomans sont représentés, mais leur voix ne porte pas. Ils ne seront autorisés à discuter de rien. L'heure est au grand partage. La Russie victorieuse s'octroie des territoires dans le Caucase. Elle obtient surtout qu'un nouvel État chrétien soit créé, la Bulgarie. Officiellement vassale de l'Empire ottoman, mais en réalité sous tutelle russe. La Roumanie, le Monténégro et la Serbie gagnent définitivement leur indépendance. Quant à la Bosnie-Herzégovine, elle est occupée par l'Autriche-Hongrie qui contrecarre ainsi l'influence russe dans les Balkans. Au total, l'empire d'Abdulhamid perd plus de 200 000 km² en Europe. La véritable histoire de toute cette époque, ce n'est pas seulement l'histoire de la perte de territoires ottomans, mais l'histoire de la perte de leur foyer pour les musulmans ottomans et le déplacement de millions de personnes. Un déplacement extrêmement violent. C'est à cette époque que l'on commence à identifier les réfugiés comme un problème international. La crise de 1876-1878, tout comme l'expansion de l'Empire russe autour de la mer Noire qui avait créé des centaines de milliers de réfugiés musulmans, marque vraiment le début de l'ère moderne du réfugié. Je présente mes plus humbles devoirs à votre grandeur. Que pense-t-on de la Turquie dans les contrées d'où tu viens? Que c'est un pays en retard de 2 ou 3 siècles où règne la corruption la plus éhontée. Je voudrais vous aider à faire de votre merveilleux empire un pays propre
Et il me semble que nous pourrions commencer par introduire ici l'instruction publique, l'hygiène et l'électricité dont bénéficient les peuples que je viens d'étudier. Nous allons essayer. Après la guerre, après l'humiliation de Berlin, Abdulhamid a refermé la parenthèse libérale. Il a suspendu la Constitution de 1876 et règne désormais seul en despote, un despote éclairé toutefois. Abdulhamid n'a pas renoncé à sauver l'Empire. Il veut, ce sont ses mots, ajouter à la civilisation de l'Orient ce qu'il y a de bon dans la culture occidentale. Sous son règne, l'armée, l'administration, la justice, le commerce, les infrastructures sont modernisées. L'éducation est une priorité. Des académies militaires, de médecine ou de droit sont fondées dans tout l'Empire. En 1888, l'Orient Express rallie pour la première fois Paris et Istanbul en 3 jours seulement. Les voyageurs affluent, les modes et les influences occidentales aussi. Istanbul, Constantinople, est une ville qui fait rêver et dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle est complètement transformée par la modernité. Et sous Abdulhamid, même si c'est une période d'oppression, de répression, d'autocratie, etc., il y a une belle époque stambouliote. Il y a une belle époque autour du Pérapalace, il y a l'arrivée, je crois, à 2 ou 3 reprises de Sarah Bernard. Enfin, il y a une nouvelle classe sociale, une petite bourgeoisie à col blanc, qui se forme et qui est elle-même le produit de cette modernité. Et ce sont des gens qui bénéficient en quelque sorte de la survie de l'Empire. Les Européens ont eux aussi tout intérêt à la survie de l'Empire ottoman. La France et la Grande-Bretagne en particulier ont investi dans le commerce, dans les sociétés de chemin de fer ou de mines. La Banque impériale ottomane, banque d'État, est elle-même fondée sur des capitaux français et britanniques. Une position dominante renforcée par le système des capitulations. Ces traités renouvelés depuis le XVIe siècle qui accordent aux Européens des privilèges considérables au sein de l'Empire, qu'il s'agisse de commercer librement ou d'être exemptés de tout impôt. Au XIXe siècle, les capitulations sont désormais octroyées à toutes les nations occidentales et c'est en quelque sorte une garantie d'inviolabilité. C'est un laissez-passer complet, c'est quelque chose qui, en gros, donne à tout étranger protégé par les capitulations le droit de faire ce qui lui plaît sans être inquiété par les autorités ottomanes. Donc c'est inviolabilité, extraterritorialité, c'est un privilège presque colonial. L'existence des capitulations est une violation de nos droits, écrira le sultan Abdulhamid. Mais que faire ? Sa marge de manœuvre est limitée. À son arrivée au pouvoir, il a trouvé un État en faillite, incapable de rembourser ses dettes contractées sur les marchés français et britanniques. En 1881, une administration de la dette publique est créée. Elle limite son pouvoir. C'est un consortium qui s'octroie le droit de mettre la main sur autant de revenus de l'État qu'il peut falloir pour assurer la solvabilité de l'Empire et le repaiement de la dette. C'est une atteinte directe à la souveraineté fiscale de l'Empire. Il y a beaucoup de ressentiment, beaucoup d'amertume, parce qu'on se lance dans un projet de modernisation et que dans modernisation, dans le sens d'occidentalisation, il y a
le sous-entendu que l'Orient est incapable de se transformer lui-même sans stimulus externe, etc., ça crée une sorte de complexe d'infériorité qui est encore visible ou sensible en Turquie. Et cet étrange amalgame d'amour et de haine pour l'Occident, on aime, on veut imiter, on veut devenir, et on leur en veut pour avoir dominé, pour avoir annulé en quelque sorte notre propre modèle, etc. Longtemps, la France et la Grande-Bretagne ont protégé l'intégrité de l'Empire ottoman, garantie de sa stabilité. Mais en cette fin de siècle, les priorités changent. L'impérialisme européen est à son apogée, en quête de nouvelles ressources, de nouveaux marchés. La France avait déjà conquis l'Algérie ottomane. En 1881, elle s'empare de la Tunisie. L'année suivante, c'est au tour de l'Égypte d'être occupée par la Grande-Bretagne. Via le canal de Suez, elle se rapproche ainsi du fleuron de son empire colonial, l'Inde. Pour les Ottomans, c'est une trahison. Mais pour une puissance jusque-là discrète, c'est une opportunité de se placer dans le jeu ottoman. L'Allemagne est devenue une grande puissance économique. Elle concurrence et finalement dépasse la Grande-Bretagne, jusqu'à pouvoir se mesurer aux États-Unis. C'est très important. L'Allemagne compte désormais parmi les 3 premières puissances commerciales du monde dans un contexte de globalisation des échanges sans précédent. L'engagement de l'Allemagne en Orient, et particulièrement dans l'Empire ottoman, doit se comprendre dans ce contexte. En 1889, le Kaiser Guillaume II se rend à Istanbul en visite officielle. Abdulhamid le reçoit avec faste. En symbole de leur amitié nouvelle, les 2 empereurs ébauchent les plans d'une nouvelle ligne ferroviaire. Elle ira de Berlin jusqu'à Bagdad. En Mésopotamie, vers le golfe Persique et ses champs de pétrole, aux portes du domaine protégé de la Grande-Bretagne. Plus tard, à l'occasion d'un voyage en Terre Sainte, Guillaume II marque un nouveau point. À Damas, il se proclame officiellement l'ami et le protecteur des peuples musulmans. Cela signifie 2 choses. Tout d'abord, cette déclaration réjouit les Ottomans. Elle leur prouve que le Kaiser ne cherche pas, lui, la désintégration de l'homme malade, mais au contraire qu'il s'engage pour son unité. Il est chaleureusement accueilli comme un allié européen qui se distingue des autres grandes puissances en prétendant stabiliser l'Empire. Mais cette déclaration est aussi une prise de position vis-à-vis des puissances traditionnelles, britanniques, françaises et russes, présentes dans la région. Très clairement, elle annonce un engagement politique du Kaiser dans la région. Les Allemands sauront jouer du fait que c'est une nation nouvelle et que c'est une nation et un empire qui, jusque-là, n'a pas trahi les intérêts ottomans, n'a pas participé à l'exploitation de ses ressources, n'a pas été présent dans ce grand jeu de la question d'Orient et qui arrive à se prononcer en faveur de ce que les autres oublient toujours, c'est-à-dire les musulmans. C'est un coup politique des plus habiles. À l'heure où le sultan Abdulhamid fait justement de l'islam un argument politique et stratégique de premier plan. Les Ottomans voulaient éviter que l'expérience des Balkans, marquée par le développement d'identités nationales distinctes basées sur la religion et l'histoire, ne se reproduisent dans le monde arabe. La balkanisation avait signifié la partition et la sécession de territoires entiers dont la puissance de l'Empire ottoman dépendait.
Si la même chose se reproduisait dans le monde arabe, alors l'Empire serait réduit au territoire turc, ce que les Ottomans voulaient éviter à tout prix. D'un côté, Abdülhamid est parfaitement conscient qu'un jour ou l'autre, l'Empire risque de perdre les Balkans. Et que le repli sur l'Asie mineure, déjà défini plus ou moins comme l'Anatolie, pourrait être inévitable. Et donc, il faut protéger le noyau dur de l'Empire, qui selon lui est le noyau turc, par une périphérie musulmane. Qui peut constituer cette périphérie musulmane? Les Albanais, les Kurdes et les Arabes. Abdülhamid n'est pas seulement sultan, souverain temporel. Il est aussi calife, commandeur des croyants, leader spirituel de l'islam sunnite. Un attribut qui remonte au XVIe siècle et à la conquête des lieux saints de la Mecque et de Médine par les Ottomans. Il va investir pleinement ce rôle et faire de l'islam un nouveau ciment pour son empire. Un empire recentré, dont la population est désormais aux 3/4 musulmane. En 1900, à l'occasion de son jubilé, Abdülhamid inaugure une nouvelle voie ferrée, la ligne du Hedjaz, la ligne sacrée qui rejoint Istanbul à la Mecque. Elle rappelle que les Ottomans sont les gardiens du pèlerinage et qu'ils rayonnent au-delà des frontières de l'Empire. Je crois que son objectif, c'était de faire de l'Empire ottoman une grande puissance musulmane. En fait, un grand État musulman, c'est-à-dire le dernier grand État musulman de l'histoire, puisque l'Iran est déjà presque sous tutelle, l'Afghanistan également, et les autres sont colonisés. Donc, on peut dire que c'était une façon aussi de jouer à la grande puissance mondiale, si vous voulez, parce que il était en contact avec, depuis l'Algérie jusqu'à l'Indonésie, si vous voulez, il était en contact avec un monde musulman qui était extrêmement important en nombre et en étendue, si vous voulez, et ça lui donnait donc, ça donnait le sentiment que oui, l'Empire ottoman est une grande puissance sur le plan diplomatique, puisqu'il a des cartes un peu partout dans le monde. C'est avant tout à l'intérieur de l'Empire ottoman que la politique du califat se joue. Syrie, Palestine, Mésopotamie, Hedjaz, Yémen. Longtemps négligées, les provinces arabes vont retrouver les faveurs du sultan. Le chemin de fer les rapproche du centre de l'Empire. Des écoles et des académies sont ouvertes. Les élites locales sont mises en avant, intégrées dans l'armée et dans l'administration. Et même si déjà résonnent à Beyrouth ou à Damas des appels à l'autonomie ou au renouveau culturel, les provinces arabes demeurent loyales à l'Empire. Les peuples des provinces arabes avaient conscience de ce qui s'était passé en Afrique du Nord, de l'occupation britannique de l'Égypte en 1882. Beaucoup de penseurs politiques de Beyrouth, Damas ou Bagdad comprenaient que s'ils réclamaient leur indépendance et sortaient de l'Empire ottoman, ils s'exposeraient à une occupation européenne. On est vraiment dans un âge prénational. L'ordre ottoman se maintient dans les provinces arabes, nourrissant l'illusion d'un empire stabilisé, cohérent dans ses nouvelles frontières. Mais à quel prix? En Anatolie orientale, une minorité chrétienne s'est à son tour éveillée au nationalisme. Les Arméniens. Dispersés entre les empires ottomans, russes et perses, ils revendiquent une religion, une langue et une histoire ancienne. Une menace pour les Ottomans, au cœur même de ce qu'ils considèrent comme le noyau dur de leur empire, anatoliens, turcs, musulmans. En 1894, une révolte éclate à Sassoun. En représailles, des populations arméniennes sont massacrées. C'est un prélude au génocide de 1915. Ces massacres marquent définitivement une rupture dans l'histoire impériale.
pas seulement du 19e siècle, mais impériale tout court, car l'idée qu'on puisse impunément exterminer une population est considérée comme légitime. Je crois que l'idée d'homogénéisation ethnique est également déjà là. Et on voit cela d'ailleurs très nettement à travers les quelques éléments qu'on a. 200 000 victimes sur une population de, à l'époque sans doute d'1,5 million, c'est quand même pas rien. Il y a vraiment une volonté d'État de changer la donne démographique, mais aussi de marquer la mémoire arménienne d'une page extrêmement traumatisante pour prévenir d'autres types de contestations ou d'autres types de revendications. L'opinion européenne est indignée. Dans la presse de l'époque, Abdulhamid est caricaturé comme le sultan rouge, le grand seigneur, le boucher. Pour autant, les gouvernements européens n'interviennent pas. Les Arméniens, officiellement protégés depuis le Congrès de Berlin, sont abandonnés à leur sort. L'Empire s'est recentré sur l'Anatolie, l'Asie mineure. Mais c'est dans les Balkans que se prépare sa chute. Dans ces derniers territoires européens, en Macédoine, où s'affrontent désormais nationalistes serbes, grecs et bulgares. Le nationalisme grec était expansionniste et il convoitait bien entendu la Macédoine. Il faisait sans cesse référence à la Macédoine de l'Antiquité, au roi Philippe et à Alexandre le Grand. C'était omniprésent dans le mouvement nationaliste grec depuis le début. Mais très vite, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, est apparu à son tour le mouvement national bulgare. Et lui aussi revendiquait la Macédoine, tandis que le mouvement national serbe réclamait une partie de la Macédoine du Nord. Il y avait aussi des mouvements locaux, et tous agissaient comme si l'Empire ottoman n'existait pas. Ces différents nationalismes chrétiens s'affrontaient violemment entre eux, curieusement bien plus violemment que lorsqu'ils combattaient l'Empire ottoman, qui représentait tout de même l'État dans cette région. C'est un processus. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient tous découverts soudainement grecs ou bulgares ou turcs. L'enjeu est alors de prouver que les chrétiens orthodoxes de Macédoine sont tous grecs ou bulgares. C'est un combat qui durera des dizaines d'années. Un combat mené dans les écoles, dans les églises et dans la presse. Dès 1905-1906, cela devient très violent. C'est une guerre entre la Grèce et la Bulgarie qui se déchaîne sous les yeux des officiels ottomans. Et c'est alors qu'une autre question commence à émerger. Les musulmans de la région sont-ils seulement musulmans ou ont-ils aussi une identité nationale? La réponse viendra des rangs de l'armée ottomane. Le 3 juillet 1908, à Salonique, un groupe de jeunes officiers se mutine. Comme tout militaire ottoman, ils sont musulmans. Issus du comité Union et Progrès, la principale force d'opposition au sultan, ils revendiquent aussi leur identité turque. Les défaites et les replis successifs de l'Empire les ont humiliés. Ils veulent en finir avec le régime autoritaire d'Abdulhamid et sauver l'Empire. On les appelle les jeunes Turcs. En 3 semaines, ils enflamment les Balkans et menacent le pouvoir. Le 23 juillet, le vieux sultan Abdulhamid doit rétablir la constitution libérale de 1876, celle-là même qu'il avait lui-même suspendue en 1878. C'est l'euphorie, un moment de liberté et de fraternité sans précédent.
Dans un discours célèbre, Ismail Enver, l'un des meneurs de la Révolution, déclare « Nous sommes tous frères. Il n'y a plus de Bulgares, de Grecs, de Serbes, de Roumains, de Juifs au sein de notre empire. Nous nous glorifions d'être ottomans. » La fraternisation entre les communautés chrétiennes, juives et musulmanes. Dans les Balkans, les révolutionnaires socialistes publient des tracts pour dire que enfin la réforme est arrivée, qu'enfin la Turquie est devenue un État démocratique ou un État moderne. Donc voilà, l'émancipation est là. Les Arméniens abandonnent la lutte armée. Il y a une ivresse de liberté dans les grandes villes du pays. Bien sûr, il y a un peu de caricature, il y a un peu de rhétorique boniste dans ces embrassades de religieux grecs avec des imams musulmans, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une effervescence, et notamment pour ce qui est des médias, il y a la presse qui commence à reprendre du poil de la bête après 30 ans de censure. Donc il se passe des choses intéressantes entre 1908 et 1912 à peu près à Istanbul. Le paradoxe de cette révolution jeune turque, c'est qu'elle semble sauver l'Empire ottoman, mais qu'en fait, elle donne à tous ces éléments centrifuges, si vous voulez, qui sont en germe dans l'Empire, davantage d'audience, davantage de possibilités de s'exprimer. Donc, le paradoxe, c'est ça, et que les jeunes Turcs se rencontrent très vite. Alors, ce qu'ils proposent en première instance, c'est que, d'accord, on conserve l'Empire ottoman, on retient les demandes des non-musulmans, mais c'est l'élément turc qui doit dominer l'Empire. Les jeunes Turcs, patriotes, vont peu à peu se transformer en nationalistes turcs. La vague nationaliste née en Grèce un siècle auparavant a finalement atteint le cœur, le noyau dur turc de l'Empire ottoman. Il est en sursis. Dans le chaos qui suit la révolution, la Bulgarie, encouragée par la Russie, proclame son indépendance. L'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine. Les Ottomans sont désarmés. À Istanbul, la contre-révolution gronde. Les jeunes Turcs accusent le sultan de l'encourager. Le 27 avril 1909, Abdülhamid est déposé et exilé à Salonique. Son frère Kader Eshad lui succède sous le nom de Mehmet V. À son tour, il est conduit à la mosquée d'Eyüp. Les faces de l'Empire sont maintenues, mais en réalité, le nouveau sultan ne sera plus qu'un figurant. Le gouvernement est désormais aux mains des révolutionnaires. Au printemps 1911, à leur demande, Mehmet V se rend en Macédoine. Une tournée impériale destinée à raviver le pouvoir ottoman dans ses dernières possessions européennes. De Salonique au Kosovo, il est acclamé. Les dignitaires religieux défilent aux côtés des écoliers. Illusion de l'unité. Car qui peut ignorer encore que la région entière échappe aux Ottomans? Même les Albanais musulmans, ceux que l'on appelait le dernier bastion, la ceinture de fer de l'Empire, se sont révoltés. Pris en étau entre les Serbes, les Grecs et les Bulgares, les Albanais revendiquent à leur tour leur identité nationale, fondée sur leur langue, leur culture, leur foi. Musulmans sans être ottomans.
Une confrérie minoritaire mais influente contribue à façonner cette identité singulière. Ce sont les Bektashi. Nous étions de ceux qui revendiquaient un État, qui demandaient l'indépendance. Nous ne considérions pas le sultan comme notre père. L'État ottoman persécutait ceux qui voulaient créer un État albanais. Ils ne pouvaient agir en plein jour. Et c'est pour cela qu'ils ont été accueillis dans nos temples. Aujourd'hui, certains disent que nous étions soumis aux Turcs. Mais non. Nous partagions certes la même foi musulmane, mais politiquement nous étions dévoués à l'Albanie et à nulle autre patrie. C'était l'attitude des Bektashi. Les Albanais seraient restés loyaux à un empire qui aurait reconnu leur autonomie. Mais à leur demande, le nouveau pouvoir oppose la force. Au Kosovo, les insurgés albanais prennent le maquis. La rupture est consommée. Les Balkans n'attendent plus qu'un signe pour affronter définitivement l'Empire. Il viendra de Tripolitaine, de Libye, dernière province ottomane sur le continent africain que convoite l'Italie. Rome passe à l'offensive en septembre 1911. L'armée ottomane résiste, mais n'empêche pas l'avancée italienne. L'occupation de la Libye a montré que l'Empire ottoman ne peut se défendre. Le moment est venu pour la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie. Unis pour l'occasion en une alliance balkanique, ils déclarent la guerre en octobre 1912. Des mercenaires albanais les rejoignent. Déjà éreintée en Libye, l'armée ottomane est écrasée. Salonique, la ville de la Révolution de 1908, est occupée par les forces grecques. Le fait que cette ville tombe sans résistance, puisque l'armée ottomane n'a pas résisté, est considéré effectivement comme une humiliation. Et que cette chute soit suivie de celle d'Edirne, qui est à 2 pas d'Istanbul, est considérée comme une double source d'humiliation. À partir de cela, le discours se racialise. On a un discours extrêmement hostile à l'encontre des Bulgares, des Grecs, des Serbes. L'idée que l'ensemble de ces communautés chrétiennes sont les ennemis de l'Empire devient le lieu commun. L'idée que l'Europe a trahi l'Empire, l'Europe n'a pas défendu l'Empire, est très largement propagée. Ces territoires, c'était fondamental. Ce n'est pas du tout une sorte d'annexe de l'Empire. Les Turcs ont pris pied dans les Balkans un siècle avant la prise de Constantinople. Ils ont fondé leur deuxième capitale, à Edirne, Andrinople. Les Balkans aussi, c'était les régions les plus riches, les plus ouvertes, les plus modernes, d'une certaine façon, dans l'Empire. Salonique était une ville, à la fin du XIXe siècle, peut-être plus moderne qu'Istanbul. Si vous voulez. C'est une vitrine aussi de la modernité, etc. Bon, tout ça est perdu. En 1912-1913, Salonique disparaît, devient grecque. C'est un traumatisme terrible. Les nations des Balkans ont vaincu l'Empire, pris leur revanche sur 4 siècles de domination. Mais comment partager la Macédoine ottomane? Les rivalités se réveillent. Les ambitions de la Bulgarie s'opposent à celles de la Grèce et de la Serbie, et toutes combattent les aspirations des Albanais. La guerre reprend, opposant les alliés d'hier.
Ce n'est plus une guerre de libération des peuples contre un même oppresseur, mais une guerre de nations. Des nations désormais exclusives, prêtes pour exister à éliminer l'autre, celui qui parle une autre langue, qui revendique une autre foi. Des villages entiers sont massacrés. Expulsions, viols, conversions forcées. Tout est mis en œuvre pour nettoyer les territoires. Plus de 400 000 personnes seront déplacées, de force, en grande majorité des musulmans. C'est le début de ce que nous appelons aujourd'hui le nettoyage ethnique. Ce qui s'est produit dans les années 1990 est un exemple d'une pratique qui a commencé à la fin du XIXe siècle et qui a explosé au début du XXe. Comment des États faibles recourent à la violence contre des populations ethniques via leurs propres armées ou via des paramilitaires avec qui ils ont une relation indirecte. Ces unités paramilitaires exercent pour le compte de ces États une violence politique dont le but est de changer la donne sur le terrain. Cette collusion à des fins nationalistes entre un État et des groupes paramilitaires remonte aux guerres balkaniques. Le partage des territoires entérine les atrocités. Fixées par un traité de paix en 1913, les nouvelles frontières des Balkans annoncent les conflits à venir. Une Albanie indépendante a été créée, mais ses frontières sont floues et contestées. Le foyer de la rébellion albanaise, le Kosovo, est ainsi attribué à la Serbie. Une victoire hautement symbolique et face aux yeux des Serbes, l'humiliation de la bataille de Kosovo-Polier. La bataille du Champ des Merles, remportée en 1389 par les Ottomans, le symbole de leur domination des Balkans. En 1989, les 600 ans de la bataille seront l'occasion pour Slobodan Milosevic, président serbe de la Yougoslavie,